Bonjour, on se retrouve sur cette vidéo de cours de comptabilité approfondie pour parler de l'évaluation et de la comptabilisation des stocks. Alors, comme c'est le niveau de comptabilité approfondie, on ne va pas tout refaire. On va quand même redéfinir la notion de stock et d'encours. On va voir le schéma de comptabilisation des stocks et surtout, on va approfondir les modes d'évaluation des stocks à l'entrée dans le patrimoine, d'évaluation des stocks à la sortie du patrimoine, d'évaluation à l'inventaire. On verra quelques cas particuliers et comme d'habitude, si vous restez bien jusqu'à la fin, on fera un exercice d'application corrigé. Un petit jiggle et on commence. Donc commençons par définir ce qu'on appelle des stocks ou des encours. La définition, elle est entre autres dans le PCG. Dans le PCG, c'est l'article 211.5 qui le définit, qui dit qu'un stock, c'est un actif détenu pour être vendu dans le cours normal de l'activité de l'entreprise ou en cours de production pour une vente destinée à être consommée dans le processus de production ou des prestations de services sous la forme de matières premières ou de fournitures. Donc en fait, un stock, c'est quelque chose qui est dans l'entreprise, mais qui normalement va sortir de l'entreprise, soit parce qu'il est consommé, soit parce qu'on va le vendre. Dans la comptabilité française, en France, ce stock apparaît dans la comptabilité uniquement une fois par an. C'est ce qu'on appelle le principe de l'inventaire intermittent. En France, on va faire l'inventaire, on va identifier les stocks une fois tous les 12 mois minimum, c'est obligatoire. Et donc, les stocks ne sont comptabilisés qu'à l'inventaire. Il faut savoir qu'au niveau international, et en particulier dans la culture anglo-saxonne, on pratique plutôt un inventaire permanent. Ce que ça signifie, c'est qu'on va mouvementer le compte de stock dès l'acquisition. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que quand on achète, on stocke. En France, on fait un achat et on corrige les achats à l'inventaire. Dans le monde anglo-saxon, lorsqu'on achète comme on stocke, on va mouvementer le compte de stock et c'est au fur et à mesure de la consommation des stocks ou de la vente des stocks qu'on va mouvementer soit des comptes de charge, soit des comptes de produits. On verra ça si vous restez bien jusqu'à la fin. Dans un slide, je vous explique le schéma d'écriture. Point de vue de la typologie de stock, il faut dissocier deux types de stocks, des stocks de biens que l'on va acheter et des biens que l'on va produire. Donc en fait, si on prend la fabrication de pâtes, voilà, on a les stocks des matières premières, on a les stocks des pâtes qui sont en cours de fabrication et on a le stock des paquets de pâtes qu'on va vendre. Donc on a d'un côté les matières premières, donc ce qu'on a acheté, et de l'autre côté ce qui découle de notre production, c'est-à-dire soit les en cours de production, les pâtes non terminées, soit les paquets de pâtes qu'on va vendre, les produits finis. En termes de comptabilisation et donc de numéro de compte, donc tout ça va se retrouver dans les comptes de la classe 3, les comptes de stock, et on va distinguer ces achats, ces matières premières, et ces produits, soit en cours, soit fabriqués. Alors commençons par les matières achetées. Donc les comptes de stock de matières achetées, ce sont les comptes 310 pour les matières premières, 320 pour les autres approvisionnements et 370 pour les marchandises. Alors, vous savez tous qu'on a notre plan de compte, là, le petit soufflet là, avec tous les comptes. Et pour gagner du temps et pour comprendre quand même la logique de cette numérotation, il faut faire le parallèle avec les comptes d'achat. Et donc, si on prend les comptes d'achat qui sont liés, on va retrouver la même dénomination, c'est-à-dire 310, c'est des matières premières avec un 601, un compte d'achat de matières premières. 320, c'est les autres approvisionnements, on retrouve un 602 avec les autres approvisionnements. Et 370 avec un 607, achat de marchandises. Et puis, on a une autre catégorie de comptes qui vont venir compenser ces stocks, c'est les comptes de variation de stock. On va voir par la suite dans le schéma d'écriture. Ces comptes de variation de stock, pareil, pour se souvenir de la numérotation, il faut comprendre la logique. Donc, ces comptes de variation de stock de matières achetées, ça commence par un compte de la classe 6, c'est du 600. Et derrière, on va reprendre les deux premiers numéros des comptes de stock associés. Donc 6031, c'est variation de stock de matières premières. 6032, c'est variation de stock d'autres approvisionnements. Et on a dit 370 stock de marchandises. Et donc 6037, variation de stock de marchandises. Au niveau des produits fabriqués, on a un peu la même logique avec des petites variantes. Donc au niveau des produits fabriqués, voici les comptes de stock que l'on a. Donc 340, 370, c'est des encours.
donc soit de biens, soit de services. On a plus souvent des biens que des services, mais on peut avoir du service. Et puis 351, 355, 368, les produits soit intermédiaires, soit finis, soit résiduels. Et donc, si on regarde, on retrouve la logique avec les comptes de vente liés, avec 701, 702, 703. Enfin, en fait, c'est pas tout à fait la même logique. Par contre, excusez-moi, au niveau des comptes de variation de stock, donc c'est des produits fabriqués, donc on est toujours dans un produit, donc ils vont commencer par un 7. Donc ici, tous les comptes de variation de stock de produits fabriqués commenceront par les comptes 71. Et donc, on va retrouver 71, 33, ces variations de stock d'encours de biens, et on va retrouver 330, donc le 33, stock d'encours de production de biens, et pareil pour 71, 34, 71, 35. Donc, il faut, l'intérêt, c'est bien d'avoir compris cette logique de chiffres, de numéros de compte, pour gagner du temps après dans la recherche des bons numéros de compte. Parlons donc maintenant de la comptabilisation des stocks. Je vous invite à regarder une vidéo niveau plutôt comptabilité financière pour comprendre le schéma de base. Là, c'est un petit peu de la révision. Donc, on va comptabiliser à l'inventaire en 2 temps. Comme on est en inventaire intermittent, on va passer des écritures uniquement à l'inventaire. Et donc, à la fin de l'exercice, il faut savoir que le solde du compte de stock, donc avant l'inventaire, le solde qu'on a en stock, ça correspond au stock initial, c'est-à-dire le stock final de la période précédente. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'après l'inventaire, ce qu'on est dans le compte de stock correspond au stock final. Donc, on va procéder en 2 étapes. L'étape 1 consiste à annuler le stock initial et l'étape 2 consiste à constater le nouveau stock final. Si on regarde avec des comptes tentés, on se retrouve donc au début avec un stock initial qui est en stock. Ce stock initial, dans un premier temps, l'idée c'est de le solder. Donc, on va créditer le compte de stock. Selon si c'est des matières achetées, ce sera un compte de la classe 6 ou ce sera un compte de la classe 7. Mais on va cette fois-ci débiter. Pardon. Et dans un deuxième temps, on va constater un stock final. Donc, ce stock final, on va le débiter. On fait rentrer la nouvelle valeur de stock et on va compenser par un crédit, soit de compte 60 si c'est des matières, soit du compte 71 si c'est des produits fabriqués ou en cours. En termes d'écriture comptable, on est au journal. Donc, étape 1, j'annule le stock initial. Donc, je crédite, je fais sortir mon stock initial et je fais rentrer en variation de stock. Donc, soit 60 si c'est des matières achetées, 71 si c'est des produits fabriqués. Et ensuite, je constate le stock final. Donc, si je constate le stock final, je fais rentrer, donc je débite un compte de la classe 3, je fais rentrer la valeur du stock final par le crédit du compte de variation de stock, encore une fois, 60 si c'est des matières achetées, 71 si c'est des produits fabriqués. Donc ça, c'était des révisions. Maintenant, on va insister sur la valeur auquel on va enregistrer ces stocks à l'entrée. Alors, pour valoriser les stocks, la règle au départ est assez simple. Lorsqu'on a des matières achetées, on a une certaine valeur, et lorsqu'on a des produits fabriqués, on a une autre valeur. Donc, il faut savoir distinguer, évidemment, si c'est des matières achetées et des produits fabriqués. Lorsqu'on achète des matières, on va valoriser ces stocks au coût d'acquisition. Donc, ça va être la valeur du flux entrant. Lorsqu'on valorise des produits fabriqués, on va valoriser au coût de production. Et donc, ça correspond cette fois-ci à la valeur du flux de production, puisque ces produits fabriqués, ils ne sont pas vraiment entrés en tant que tels, ils sont déjà dans l'entreprise, c'est juste que je vais changer de catégorisation dans l'entreprise. Si on regarde plus en détail, et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'il faut être capable de valoriser les stocks. Donc, je vous rappelle que le stock est un actif, donc vous pouvez aussi vous reporter à la définition d'un actif et à l'évaluation à l'entrée d'un actif. Et donc, comment est-ce qu'on valorise les stocks ici de produits achetés? Donc, on va prendre le prix d'achat, on va soustraire les rabais, remises, ristournes et on va soustraire également les escomptes de règlement. On va prendre en considération les droits de douane, les taxes non récupérables. Si on a décidé d'opter pour l'intégration des coûts d'emprunt, on va donc opter pour intégrer les coûts d'emprunt. Les frais de transport et de manutention des chargements, c'est aussi à inclure dans le coût de ces stocks. Par contre, les frais administratifs généraux ne rentrent pas dans le coût des stocks.
sauf si on arrive à identifier les frais administratifs des structures qui sont dédiées à ces stocks. Les frais de la fonction approvisionnement sont à intégrer dans le coût. Par contre, on n'intégrera ni les frais de distribution, ni les frais de stockage. Donc, ce qu'il s'agit maintenant des biens produits, on a dit que c'est le coût de production. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coût de production? Donc, dans le coût de production, donc vous pouvez aussi vous rapprocher de cours de calcul de coût si vous en êtes là. Donc, on va prendre le coût d'acquisition des matières premières, le coût de stockage des matières premières et des produits en cours, donc des produits qui ont permis de fabriquer les biens produits. On va prendre les charges de production, directes, indirectes, variables et indirectes fixes. Si on a fait l'option, on va intégrer les coûts d'emprunt. Les frais administratifs généraux, on ne les prend pas. Les frais administratifs des structures dédiées, on va les prendre. On ne prendra pas ni les frais de distribution, ni les frais de stockage. Je préciserai que ces frais à inclure dans le coût, il faut préciser qu'on va prendre, tout, sauf si c'est des coûts anormaux. Donc, on ne va pas prendre, par exemple, le coût de sous-activité. On ne va pas prendre les coûts des déchets s'ils sont plus importants que d'habitude. On ne prendra pas le coût lié aux amortissements dérogatoires, puisque c'est que pour des raisons fiscales et ça ne nous intéresse pas. Mais voilà. Et grosso modo, vous allez retrouver la même justification et la même logique que dans l'évaluation à l'entrée des actifs. Alors maintenant, l'évaluation des stocks à la sortie. C'est-à-dire que lorsqu'on vend nos stocks ou lorsqu'on consomme nos stocks. Alors, tout va dépendre des méthodes de gestion des stocks. On a grosso modo, on va dire, deux grandes méthodes de stock. La méthode suivante, où voici l'entrepôt de stockage, et donc on a le flux entrant. Et donc le flux entrant, on a le produit 1 qui rentre, après on a le produit 2, et après on a le produit 3. Et en termes de sortie, ça va sortir dans le même ordre, c'est-à-dire que c'est le produit 1 qui sort, le produit 2 qui sort, et le produit 3 qui sort. C'est ce qu'on appelle le première entrée, premier sortie. C'est la méthode PEPS. Première entrée, premier sortie. C'est pareil, je vous mets en lien une vidéo qui est plus liée à du calcul de coûts, enfin moi c'est plutôt comme ça que je l'ai organisé, où je vous réexplique ces différentes méthodes de gestion des stocks. Deuxième méthode de gestion des stocks, je reste avec mon entrepôt, et cette fois-ci on a donc un flux entrant, toujours je fais rentrer la pièce 1, la pièce 2 et la pièce 3, et cette fois-ci je fais ressortir, si vous regardez, par le même endroit, c'est-à-dire que la pièce qui sort en premier c'est la pièce 3, ensuite la pièce 2, et ensuite la pièce 1. Donc, il est rentré en premier la pièce 1 et c'est la dernière qui sort. Donc, ça s'appelle le dernier entré. Premier sorti, c'est-à-dire que si vous regardez ici, le dernier entré, c'est le 3 et le premier sorti, c'est le 3. Donc, en fait, la façon dont on va valoriser des stocks dépend dans un premier temps de la méthode de logistique. Comment est-ce que, concrètement, l'entreprise est organisée? Ce n'est pas la comptabilité qui décide comment est-ce qu'on organise les stocks, c'est la comptabilité qui doit s'adapter au mode d'organisation des stocks. Maintenant, en termes de valorisation, on va avoir un raisonnement différent selon que les biens soient identifiables ou non. Là, je vous ai donné un exemple où les biens étaient identifiables, c'est-à-dire que je suis capable de dire que tel bien est rentré en premier, en deuxième ou en troisième. Si on a des biens identifiables, a priori, je vais revenir dessus dans pas longtemps, la valeur de sortie, c'est la valeur d'entrée. Si le bien il rentre pour 5, il ressort pour 5. Jusque-là, tout va bien, on respecte bien le principe des coûts historiques, qui est assez prépondérant en comptabilité française. Le problème qui se pose, c'est lorsqu'on a des biens non identifiables, on va parler de biens fongibles. Par exemple, vous êtes boulanger et vous commandez de la farine et vous remplissez votre silo à farine au fur et à mesure. Et donc, quand vous prenez une poignée de farine, vous ne connaissez pas la valeur de la farine, des grains de farine, puisque tout a été mélangé. Maintenant, c'est de façon un peu plus générale. À partir du moment où vous avez des biens, par exemple, vous achetez des canettes de coca, vos canettes de coca, elles ne sont pas identifiées dans quel ordre exactement elles vont rentrer et sortir. Donc, c'est pareil. Toutes les canettes de coca se ressemblent. Ce sont des biens non identifiables, ce qu'on appelle des biens fongibles. Le principe reste celui que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que normalement, on va valoriser les entrées et les sorties en fonction de l'organisation logistique de l'entreprise, mais on va rajouter une décision de gestion. Donc, on a dit il y a deux grandes méthodes, première entrée, première sortie, et moi, je vais en rajouter une troisième ici, donc première entrée, première sortie, on dit aussi en anglais FIFO, first in, first out.
Deuxième méthode que je vous rajoute, c'est le coût unitaire moyen pondéré. Quel est le principe de cette méthode des coûts unitaires moyens pondérés? C'est justement, entre autres, pour traiter des biens fongibles, des biens non identifiables, on va considérer en fait à un moment donné qu'on a un stock de biens mélangés et on va prendre le coût moyen de ce qu'on a en stock. Et donc, dernière méthode qui existe, qui est la méthode dernière entrée, première sortie. Et il faut savoir que cette méthode-là, en termes de valorisation des biens, elle est interdite en comptabilité. Donc là, on n'a pas le droit, même si l'idée de départ est de dire c'est valeur de sortie égale valeur d'entrée. Si on est en dernière entrée, première sortie, en LIFO, en termes d'organisation logistique de l'entreprise, comptablement, on n'a pas le droit d'utiliser cette valorisation. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est inflationniste. Hein, c'est ce qui est un petit peu le problème quand, par exemple, on vous dit que le baril de pétrole augmente. Si immédiatement le prix aux pompes augmente, ça veut dire qu'on va répertorier l'augmentation de la dernière commande, alors qu'on avait peut-être du pétrole aux pompes en stock qui était à une plus faible valeur. Et donc, on va répercuter, voilà, pardon, excusez-moi, on va répercuter immédiatement une hausse de prix sans bénéficier du délai de consommation du stock. Donc ça, c'est très inflationniste, donc c'est interdit en comptabilité en France. Attention cependant, il y a un principe comptable, en plus du principe du coût historique qui doit s'appliquer, qui est le principe de permanence des méthodes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, sans justificatif précis, de changer de méthode. Donc, en fonction de ce qu'on avait comme méthode dans l'entreprise, eh bien, on va réutiliser la même méthode. Que se passe-t-il maintenant à l'inventaire? À l'inventaire, on a toujours la même chose, les stocks sont toujours des actifs, donc on a la même définition de la valorisation des biens à l'inventaire que la définition des actifs. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo sur l'évaluation des actifs à l'inventaire. Le principe est de dire on va évaluer les stocks à la valeur la plus faible entre la valeur comptable et la valeur actuelle. Dans le cas d'un stock, la valeur actuelle correspond à la valeur vénale. Parce qu'il va être difficile de définir la valeur d'usage d'un stock. Donc on va prendre la valeur vénale et on va soustraire les coûts de vente. Donc c'est combien je vais le vendre et puis j'enlève combien ça va me coûter pour le vendre. Donc ça, c'est la valeur actuelle. Si la valeur actuelle est inférieure à la valeur comptable, alors il faudra que j'ajuste la valeur comptable par une dépréciation. Je ne vais pas insister dans cette vidéo de niveau un peu plus avancé. Il y a différentes exceptions, comme à chaque fois dès qu'on est en comptabilité approfondie, eh bien on va approfondir, on se rend compte qu'il y a des exceptions à la règle générale. Première exception, c'est si on a un contrat de vente ferme, c'est-à-dire que j'ai quelque chose en stock, mais c'est prévu que je vende dans un mois. Donc dans ce cas-là, on ne va pas prendre la valeur vénale, on va prendre directement le prix de vente ferme auquel on va soustraire les coûts de vente pour valoriser nos stocks. Deuxième exception, si on a des pièces de très petite taille. Imaginez, vous vendez des clous. Alors, s'il faut définir la valeur vénale de chaque clou, c'est un peu compliqué de définir une valeur vénale. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que de prendre la valeur vénale, on va prendre le prix de vente au détail, et puis on va enlever la marge et les frais de commercialisation. Hein, donc, on va se baser sur la proposition de prix, auquel on va soustraire notre marge et les frais de vente. Voilà un petit peu pour l'évaluation des stocks à l'inventaire. Voyons maintenant, comme je vous ai dit, que la comptabilité approfondie, ce sont des cas particuliers, les cas particuliers liés à nos évaluations de stock. Premier cas de particulier, c'est lorsque les stocks ont été acquis en devises. Dans ce cas-là, il faut savoir que plusieurs méthodes de valorisation existent. Normalement, j'évalue au cours d'achat. C'est ce que vous avez vu ou ce qu'on va revoir en monnaie étrangère. J'ai acheté des biens au 15 décembre et je valorise au cours du 15 décembre. Si le cours n'a pas beaucoup évolué, on va pouvoir choisir d'autres méthodes plus rapides, on va dire plus simples. Donc, quelles sont les autres méthodes? Première méthode, c'est-à-dire plutôt que d'aller chercher le cours le jour de l'achat, je vais prendre le jour de clôture. Ça, c'est la première méthode. Et puis après, des fois, j'ai des stocks, j'en paye une partie maintenant et j'en paierai une partie plus tard. Donc, on peut dire, je vais prendre pour la partie payée le cours d'achat et pour la partie non encore payée, je vais prendre le jour de clôture. Ou je prends le cours du jour d'achat, le jour de paiement, pardon, pour la partie payée,
Et pour ce qui est des parties non payées, je vais prendre, encore une fois, le jour de clôture. Voilà, donc ces différentes variantes, il faut savoir que ça existe. Et après, généralement, si vous avez s'il y a des choix, choisissez ce qui est le plus facile pour vous, voilà, pour aller chercher la valeur des cours. Si vous êtes en évaluation, que vous faites des examens, normalement, il faut lire l'énoncé et on va vous préciser quelles sont les méthodes à appliquer. Deuxième cas particulier, c'est lorsque les stocks ont été acquis ou produits conjointement. De quoi s'agit-il? Eh bien, voici un exemple. Vous produisez des briques de jaune d'œuf. Je ne sais pas si vous savez, hein, dans la grande... je vais y arriver. Hein, dans la cuisine de grande taille, les jaunes d'œufs, on en consomme plus que des blancs d'œufs, ou vice-versa. C'est surtout plus de jaunes d'œufs. Et donc, ça se vend des briques comme des briques de lait que des jaunes d'œufs. Donc, comment est-ce que ça se fabrique? On prend des œufs, on casse les œufs. Sauf que, du coup, on ne fabrique pas que des jaunes d'œufs. Puisque quand je casse mon œuf, je fabrique du blanc d'œuf, des jaunes d'œufs, et je vais essayer, si possible, de valoriser mes coquilles. Donc en fait, un processus de production peut générer plusieurs produits. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais pour valoriser ces différents produits qui ont été produits en même temps? Alors, quelle est la règle? La règle est de dire, je vais répartir le coût de production de mes produits proportionnellement à la valeur de chacun. Ok, super. La question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais pour connaître la valeur de chacun? Donc, on va essayer de valoriser soit au prix de marché, soit on va prendre une valeur forfaitaire. Sachant que on va essayer de baser sur une expérience des prix de marché. Et l'intérêt de la valeur forfaitaire, c'est qu'on va prendre une valeur qui est stable dans le temps, contrairement au prix de marché, où il va falloir aller regarder l'évolution des prix de marché. Je vais vous faire un exemple pour que vous vous rendiez compte ce que ça donne. Alors, on part sur une entreprise, elle produit 4000 produits, des produits A, et lors de cette production de 4000 produits, elle produit également 1000 kg de déchets qu'elle va réussir à valoriser. Le coût de production total est de 230 000 euros. Hein, la comptabilité analytique a dit que ça coûtait 230 000 euros. Et donc, je sais que mes déchets font des produits résiduels et j'arrive à les vendre 4 euros le kilo. Par contre, je sais également que pour vendre ces déchets, ça me coûte 20% du prix de vente. Hein, en termes de traitement, parce que je ne les vends pas comme ça, de transport, etc. Donc 20% du prix de vente. Donc je vais pouvoir déterminer la valeur des déchets dans un premier temps. Donc je sais que la valeur des déchets, j'ai 1000 kg à 4 euros le kilo et j'enlève 20% du prix de vente. Donc 1000 kg x 4 euros x 80%. Donc mes déchets valent 3200 euros. Je sais que le coût de production total était de 230 000 euros. Je vais donc pouvoir déterminer la valeur des produits A, du stock de produits A. C'est donc 230 000 moins 3200, soit un stock de produits A de 226 800 euros. Alors, comme promis, je vais aussi vous parler donc de l'inventaire permanent. Donc, l'inventaire permanent, c'est de dire je vais mouvementer le compte de stock au fur et à mesure que réellement, dans mon entreprise, les stocks sont mouvementés. Et donc, les changements par rapport à ce que vous connaissez, c'est dès le début, c'est dès l'acte d'achat. Puisque nous, lorsqu'on est en inventaire intermittent, on considère qu'un achat, c'est une charge, c'est consommé. Or, ce qui n'est pas le cas. Un achat n'est pas consommé immédiatement, il est stocké. Donc, dans le cas de l'inventaire permanent, je vais débiter un compte de stock. Donc ici, j'utilise un compte de stock, je débite stock pour la valeur de l'achat hors taxe, ma TVA déductible et ma dette envers mon fournisseur. Donc ça, c'est l'entrée en stock, ou c'est l'achat. Et puis après, au fur et à mesure que l'entreprise va consommer son stock, il va devoir mouvementer son compte de stock. Et donc, lors de la consommation, je vais avoir cette fois-ci un crédit du compte de stock. Donc, je vais faire sortir le bien du stock et je vais constater une charge, ici, variation de stock, qui correspond donc à ma consommation de matière dans l'entreprise. Voilà pour la petite différence. Ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Alors, pour voir si vous avez bien compris, je vous propose donc un exercice d'application. N'hésitez pas à faire sur pause si vous n'avez pas le temps de tout noter. Et surtout essayer de faire l'exercice. Première chose, on est dans l'entreprise T-Choc. Elle fabrique du thé et du chocolat. Et elle dispose de plusieurs matières premières en stock. Et nous, on va étudier juste les stocks de fèves de cacao qui viennent du Nigeria. Au 31 décembre, N-1, son stock était de 1200 kg qui valait 4800 euros. Au 30 novembre N, on a un stock de 1300 kg qui est évalué à 4840 euros.
On sait que la durée moyenne de stockage, elle est d'1 mois. Durant décembre N, on achète 1600 kg. Et comment est-ce qu'on va déterminer la valeur des 1600 kg? Eh bien, on nous dit le prix d'achat, c'est 4500 €. On a bénéficié d'une remise de 5%. On a des droits de douane de 825 €, des frais de transport de 300. Nous, on va rajouter des frais de déchargement de 200 € et on a des charges administratives générales de 650 €. Par ailleurs, à la fin de l'exercice N, donc au 31 décembre N, il reste 1800 kg de fèves de cacao en stock et le cours de la matière première est de 3 €, sachant qu'on a des frais de distribution, puisqu'on va revendre ces fèves de cacao, on a des frais de distribution qui sont évalués à 1%. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va dans un premier temps déterminer la valeur d'entrée des 1600 kg qu'on achète au mois de décembre. On va déterminer la valeur du stock de fèves de cacao selon deux méthodes, la méthode du CUMP et la méthode première entrée, première sortie. Et en se basant sur la méthode du CUMP, on va passer les écritures d'inventaire nécessaires au 31 décembre N. Je vous laisse le temps de reprendre la diapo d'avant, noter les informations, d'essayer de faire et on va corriger. Donc, première étape, on va évaluer les 1600 kg qui sont acquis en décembre. Alors, par rapport aux informations qu'on vous donne dès l'énoncé, en fait, l'idée, c'est de savoir quels sont les frais qu'on prend en compte pour valoriser notre achat de matières premières. Donc, on a le prix d'achat, donc ça, c'est bon. On enlève une remise de 5%. Ça nous donne donc un net commercial de 4 275 €. On va prendre les droits de douane, les frais de transport, les frais de déchargement. On ne prend pas les frais administratifs puisqu'ils ne rentrent pas dans le coût d'acquisition de nos fèves de cacao. Ce qui nous donne donc un coût d'entrée pour les 1600 kg de 5600 €. Maintenant, valorisons les stocks. Donc, deux méthodes. Première méthode, donc la méthode du CUMP. Donc, soit vous faites une fiche de stock avec un tableau, soit ici, c'est assez simple. Donc, on va le faire de façon un peu plus linéaire. Donc, étant donné qu'on nous dit que la durée moyenne de stock est d'1 mois, on ne va prendre que le stock que l'on a à partir du 31 novembre. Donc, en stock, on a les 1600 qu'on a achetés en décembre, plus les 1300 qu'on a en novembre. Donc, on a donc 2900 kg de fèves de cacao en stock. Combien vaut ce stock? Eh bien, les 1600, on vient les valoriser à 5600 et les 1300 étaient valorisés à 4840, donc une valeur totale de stock de 10 440. Et par division, on va en déduire le coût unitaire moyen pondéré. Donc 10 440 divisé par 2900 kg, ça fait un coût unitaire moyen pondéré de 3,6 € par kilo. Ce qui va nous permettre de valoriser le stock final au 31 décembre, qui est de 1800 kg. Donc 1800 kg fois 3,6, ça fait 6 480 €. Deuxième méthode qui était demandée, la méthode du premier entrée, premier sortie. Donc pareil, il y a peu de mouvements ici, donc on va rester sur quelque chose de linéaire sans présenter une fiche de suivi de stock. Donc ici, au 31 décembre, on nous dit qu'on a 1800 kg. Si on garde ces 1800 kg, ça correspond aux 1600 qui viennent du mois de décembre. Et ça veut dire que par rapport à novembre, il nous reste 200 kg. Méthode du premier entrée, premier sortie. Donc, ce qui reste en stock, c'est le plus récent. Donc, si on regarde les 200 kg, c'est par rapport au stock qui valait 4840 pour 1300 kg, donc c'est valorisé à 744,62. Et les 1600 kg, on a déjà calculé, c'est 5600 €. Donc, le stock des 1800 kg selon la méthode du premier entrée, premier sortie, c'est la somme des deux, soit 6344,62. Alors, à la question de, je sais qu'elle n'est pas posée, mais il y en a qui se posent la question, mais qu'est-ce qui vaut mieux entre les deux? Est-ce qu'il vaut mieux du premier entrée, premier sortie ou du CUMP? Il y en a qui vont dire, mais non, mais vaut mieux du CUMP parce que ça valorise plus le stock. Oui, mais est-ce que c'est bien de montrer qu'on a du stock? Est-ce que c'est pas bien? En fait, il n'y a pas de réponse optimale. Tout va dépendre en fait d'un choix de décision de gestion de l'entreprise. Et il faut savoir que ce choix de décision de gestion, il est aussi dépendant du mode d'organisation logistique de l'entreprise. On ne peut pas utiliser une méthode du premier entrée, premier sortie si on a des biens non identifiables. Donc, on est forcément dans ce cas-là en CUMP. Dernière étape, la comptabilisation. Donc, pour ça, on a besoin dans un premier temps, puisqu'on a l'inventaire, de déterminer la valeur actuelle. La valeur actuelle ici, on a donc 1800 en stock.
Les produits finis valent, valent 3 € et on a 1% de frais de commercialisation. Donc on va enlever ces frais de commercialisation. Donc on a une valeur actuelle, qui est une valeur vénale, moins les frais de vente ici, donc de 5346. Or, nos 1800 kilos, on vient de les valoriser, puisqu'on a dit qu'on prenait la méthode du CUMP, on vient de les valoriser à 5346 €. Pardon, 6480 €. Ça, c'est la valeur qu'on vient d'identifier précédemment. Donc ça, c'est la valeur comptable. Et là, on a la valeur actuelle. La valeur actuelle étant inférieure à la valeur comptable, on va donc devoir passer une dépréciation de 1134 €. D'où le schéma d'écriture suivant. Premièrement, j'annule le stock initial pour la valeur de départ. Donc j'avais un stock au 31 décembre N-1 de 4800. Donc je solde, je crédite le compte de stock pour 4800. Je constate mon nouveau stock par rapport à la méthode du CUMP. Donc je fais rentrer, cette fois-ci, je débite le compte 310 pour les 6480. Et comme la valeur actuelle est inférieure, je rectifie la valeur du stock par une dotation de dépréciation des 1134 €. Voici donc cette fin de vidéo de comptabilité approfondie sur l'évaluation et la comptabilisation des stocks. Vous avez vu que par rapport à la comptabilité financière, on rentre dans des exceptions, on rentre dans le détail. C'est ça qui fait la difficulté sur les stocks, puisque le schéma d'écriture est au départ assez simple. N'hésitez pas à remettre la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, vous n'avez pas eu le temps de faire tous les exercices, enfin l'exercice. Et puis si vous avez des questions, l'espace à commentaires est là pour ça. Voilà, petit pouce, abonnement à ma chaîne et tout. Je vous souhaite surtout bon courage et à bientôt.